has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong. I did nothing wrong. Finding former President Donald Trump has committed fraud. I just want to find 11,780 votes. President Biden making it official he is running, well aware of concerns about his age. I said we're in a battle for the soul of America, and we still are. Espionnage, argent, procès, présidentiel, Trump en alerte rouge, c'est une édition spéciale de la chute, et c'est maintenant. Bonsoir tout le monde, bonjour si vous nous rejoignez depuis le continent nord-américain et plus particulièrement au Québec. Allô le Québec, très heureux de vous retrouver pour une émission colossale. Je vous annonce, je ne sais pas comment on va s'en sortir, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Il s'est passé tellement de choses ces dernières 24 heures que ça a justifié une édition spéciale, une sorte de accélération des affaires, qu'elles soient judiciaires, qu'elles soient politiques, avec un point commun. Ce point commun, évidemment, c'est Donald Trump. Donc, on va parler de Fani Willis. Je vais vous donner les dernières nouvelles et je vous donne tout de suite un rendez-vous le 1er mars. Notez-le, ça sera un moment extrêmement important. Nous serons normalement en direct nous aurons les images de cette dernière audition dans le cadre de sa demande de disqualification de Fani Willis avec l'affaire Nathan Wade. C'est prévu pour 19h, je pense, 19h chez vous, 19h en Europe. Et donc, on va vivre ce moment-là, c'est vendredi prochain. Mais entre-temps, il s'est passé 1 million de choses dans l'affaire Fani Willis avec de réelles questions sur sa possibilité d'échapper à une disqualification. On va en parler. J'ai pu regarder le dernier rapport soumis par l'avocat de Trump, les éléments du dossier. On va voir tout ça. On va aussi revenir sur Engoron et sur la fameuse amende de plusieurs centaines de millions. Aujourd'hui, on en est à un peu plus de 450 millions que Trump doit, ses difficultés pour la payer. Je vais vous raconter les dernières manœuvres. Documents à l'appui, vous raconter ce qui s'est passé parce qu'il y a beaucoup de confusion, beaucoup d'erreurs. La procédure new-yorkaise est extrêmement particulière, vous allez voir ça, mais cela reste extrêmement intéressant. Forcément, lorsqu'on parle Trump, lorsqu'on parle Engoron, lorsqu'on parle argent et lorsqu'on parle Alina Habba, vous savez que ça va être chaud bouillant. On va en parler, mais on va pas tout dire aujourd'hui parce que demain, normalement, si on arrive à survivre à cette émission, demain, on a une émission spéciale sur justement Trump, l'homme qui devait 500 millions. Et puis demain, normalement, si tout va bien, si avec Cody, Thomas, on arrive à faire face à cette avalanche de travail, ça sera aussi le retour du moment MAGA. Donc ça c'est pour demain 21h comme d'habitude 15h Québec je pense. Donc on va parler de ça. Donc Engoron, Fani Willis. On va évidemment aussi parler des derniers rebondissements autour des documents secrets de Mar-a-Lago et des requêtes la nuit dernière de Donald Trump pour faire annuler son procès et comment il est en train de mettre la juge Cannon dans une position insoutenable ou intenable dans tous les cas. Donc on va faire ça et évidemment
évidemment, nous allons aussi revenir, ça sera le gros morceau, ça sera dans la, si vous nous rejoignez, ça sera dans la deuxième partie de l'émission, parce que c'est énorme. Je vais vous parler des derniers rebondissements de l'affaire Smirnov. Smirnov, cet informateur du FBI qui a tenté de déstabiliser Joe Biden dans le cadre de l'affaire Hunter Biden, les accusations de corruption, etc., etc., qui en réalité travaillait pour le renseignement russe. Smirnov, c'est une affaire d'État. C'est une affaire d'État qui est en train de vivre des rebondissements judiciaires complètement fous. Je vais vous en parler. Mais surtout, Smirnov, c'est la partie visible de l'iceberg, de cette tentative de la part de Moscou, de la part de Poutine, de décrédibiliser Biden et de permettre le retour au pouvoir de Trump en 2024, une entreprise de déstabilisation aussi, de manipulation des médias, des manipulations de l'opinion publique. Et vous allez voir, je pense que ce que je vais vous raconter avec de nouveaux éléments va vous permettre de comprendre l'ampleur de cette information et de la manière dont Moscou a fonctionné pour arriver à ses buts. Donc ça va être vraiment, si vous ne pouvez pas voir l'émission en direct parce que la deuxième partie arrive trop tard, venez la voir après en différé. Ça va être un moment d'investigation et d'histoire qui font, à mon avis, la force et le côté unique de la chute. Voilà. Beaucoup de choses. Donc, j'en profite pour passer par le chat et vous remercier de votre présence et de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver. Alors, c'est une édition spéciale. Donc, évidemment, je vais aussi essayer, c'est pas un space, mais je vais aussi essayer de prendre vos questions par avance. Vous allez voir, quand on va rentrer dans l'affaire Smirnov, je vais vous donner une espèce de chronologie dans la manière dont la Russie a réussi à infiltrer la Maison-Blanche, a réussi à infiltrer la campagne de Donald Trump pour arriver à ses buts. Ce sera peut-être trop précis, trop important pour moi pour regarder le chat, mais je regarde tout ça après. Merci d'être là. Je sais que certains, Thomas m'a dit, sont déjà passés par Super Chat pour soutenir justement mon travail, pour soutenir notre travail, parce que vous allez voir aujourd'hui ce qui fait la force de cette émission, c'est que vous allez voir des documents, des photos, vous allez peut-être même des vidéos, je me rappelle plus tout ce qu'on a, mais bon, tout ça, donc ça, il y a le travail de Cody derrière, il y a le travail à la réalisation, à la production de Thomas, donc merci Domnul Sburator, tu vois, je me suis habitué, je regarde même plus l'écran, Domnul Sburator, merci pour ton super sticker, merci 3CPR pour ton super sticker, merci en général pour votre soutien. Si vous arrivez pour la première fois sur un de nos directs, merci d'abord, merci d'être là, merci de votre confiance, merci de votre curiosité, et puis surtout, et c'est complètement gratuit, abonnez-vous à la chaîne, sur YouTube. Nous approchons les 12 000 abonnés, c'est énorme pour une chaîne francophone sur ces sujets-là, l'élection 2024 et les procès de Donald Trump, francophone. Donc abonnez-vous, vous êtes notre meilleure source de publicité encore. Cliquez sur la sonnerie de notification parce que comme vous avez pu le voir aujourd'hui, désolé pour ça, les horaires ont fluctifié par rapport à cette actualité qui est arrivée. Il s'est passé beaucoup de choses du côté Smirnov et du côté Fani Willis ce matin. Je tenais absolument à avoir les documents et pas me satisfaire de 2 résumés de 2 ou 3 lignes dans les médias parce que c'est souvent là. C'est dans le diable se cache dans les détails et donc je préfère toujours aller à la source, aller lire les documents, avoir toutes les perspectives et après vous donner tout ça.
Donc voilà, donc c'est parti, on fait une pause de 2 secondes et on va commencer par Ngoron. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on va parler, merci Alain, du vrai journalisme d'investigation. Ben, ce sont mes origines, c'est de la déformation, professionnelle, ce sont mes origines. Bonsoir Sonia qui est en direct de Bangkok. Profite bien de tes vacances, heureux de voir que tu as pris quand même un petit peu de temps pour venir dire bonjour à la communauté des chutistes. Vraiment très heureux de voir que l'émission est vu, est suivi et apprécié à travers le monde. Nous avons une émission désormais qui approche les 45 000 vues. Il y a un succès grandissant de la chute, mais qui n'est pas un succès pour un succès. Il s'accompagne de la création d'une véritable communauté qui est attentionnée. Je pense ici à Aline, à Renia, à Maminanou peut-être, à d'autres qui, dans le chat sur Telegram, ont commencé un travail de titan qui est de rassembler tous les documents, qui est de tenter d'indexer nos riches émissions. Et tout ça, c'est la communauté qui fait ça. Et c'est vraiment l'esprit de ce que doit être Internet. Donc merci les chutistes, merci pour ce que vous faites pour venir rendre encore meilleur le contenu de cette émission et permettre à tout le monde de pouvoir en profiter. Merci beaucoup tout le monde. On va parler donc de Ngoron. On va commencer tout de suite avec Ngoron. Vous le savez, il y a quelques jours, le 21 février. Non, le 21 février, non, ça c'était aujourd'hui. C'était il y a 2 jours. Je me perds dans mes dates. Le 16 février, excusez-moi. Le 16 février, le juge Ngoron a a publié ce qui n'est pas un verdict. Un verdict, c'est lorsqu'il y a, même si c'est un terme qui est pratique et on comprend ce qu'il veut dire, un verdict, c'est quand il y a un jury. Là, lui, il a publié ce qu'en américain on appelle un order, sa décision sur le montant des amendes à payer par Donald Trump. Et aujourd'hui, ce montant qui s'accompagne de taux d'intérêt qui courent jusqu'au moment où Trump n'aura pas payé, a dépassé, pour schématiser, les 450 millions de dollars. Et donc, ces derniers jours, il s'est passé des choses un petit peu étranges, on va dire, des échanges entre Laetitia James, entre Ngoron et entre Cliff Roberts. Cliff Roberts, c'est un avocat qui travaille sur le dossier pour Alina Habba. Donc Alina Habba n'a pas participé à ces discussions-là, même si elle est copiée dans les emails. Pourquoi ? Parce qu'il y a un changement de ton évident chez les avocats de Trump. Alina Habba, elle, continue à aller attaquer en permanence Ngoron et sa décision sur tous les médias. Donc ils se sont dit, ok, là on va demander d'une certaine manière un délai pour payer, pour faire appel et payer l'argent que l'on veut attacher à cet appel-là. Tout à l'heure, je vais vous expliquer un point de détail qui est extrêmement important. Et donc, on va faire cette demande qui est vraiment à la seule décision de Ngoron. Donc,
on va utiliser quelqu'un qui ne s'est pas complètement grillé, qui est Cliff Roberts, qui utilise des formules de politesse, des formules de politesse dans ses demandes. Hein. On a des je vous demande avec tout le respect, etc., etc. Donc Cliff Roberts, la seule fois où on l'a vu pendant le procès, c'est lui qui était en charge du contre-interrogatoire de Eric Trump. Hein, vous vous en souvenez? Donc vous le voyez, il est là lors du procès, Eric Trump au milieu, Alina Habba, ça c'était avant le début de la journée, vu leur tête, ils devaient savoir par avance que le témoignage de Eric Trump allait être une catastrophe. Dans l'arrêt, dans la décision de Engoron, on découvre que justement ça a été un des points importants pour démontrer qu'il y avait une entreprise de mensonges autour de ces déclarations-là et comment les propos de Eric Trump ont joué dans la décision de cette amende de près aujourd'hui de 450 millions de dollars. Et donc, ce qui est excellent, c'est que le pauvre Cliff Roberts, c'était à peu près son seul moment de gloire. C'est lui qui a fait le contre-interrogatoire de Eric Trump qui finalement a été catastrophique. Donc voilà, il était là aussi, on l'a vu. Il était là pour Trump. Souvent, on le voyait pas. Donc voilà, là, ce sont nos trois cavaliers de l'apocalypse. Donc c'est Chris Kise d'un côté qui a un petit peu disparu dans cette affaire. Pourquoi? Parce que il est impliqué dans les documents de Mar-a-Lago. On l'a retrouvé hier dans les requêtes pour faire annuler le procès que Trump a déposé. Vous avez à côté Cliff Roberts et Alina Habba qui est toujours là, qui est le lien de médiocrité qui unit tout le monde. Et donc il était même là lorsque Trump, je pense qu'on a une photo où voilà, les jours de Trump, on le voit rarement sur les photos parce que les photos sont cadrées pour mettre Trump au milieu, Chris Kise à sa droite et Alina Habba à sa gauche, mais il était bien là et donc c'est lui qui va écrire, vous allez voir, sous l'autorité de Alina Habba, qui est en charge de la Dream Team, exactement Valérie, et donc qui est en charge de la préparation pour l'appel. On va faire tout de suite une petite parenthèse. Et oui, je ne sais pas si Maître Olas est parmi nous ce soir, mais je sais qu'il les apprécie particulièrement, mais qui est extrêmement importante. Donc, vous savez que Trump, donc le 16 janvier, il y a eu la publication de cette décision d'Engoron, publication électronique, et à partir de ce moment, s'est déclenché un compte à rebours pour Trump. Il a 30 jours pour soit faire appel, soit payer l'argent qu'il doit. Et chaque journée, il y a environ 90 000 dollars qui s'additionnent à ce qu'il doit payer sous forme d'intérêts. Et ces intérêts-là arrivent chaque journée. Donc c'est ce qui fait que déjà la somme était importante, mais elle devient plus importante. Et donc Trump n'a plus que 23 jours pour payer. Plus que 23 jours pour payer. Et donc il a déjà annoncé qu'il va faire appel. Et donc, comme on le sait plus ou moins, lorsque il y a un appel, il y a la nécessité de déposer cet argent-là, soit passer par une compagnie qui le fait pour vous en échange de garantie, en échange de paiement d'une somme, en échange de garantie, je vous l'ai déjà dit, d'intérêts supplémentaires, etc., etc. Demain, dans l'émission de demain, je vous raconterai les difficultés que Trump a aujourd'hui pour trouver une compagnie qui est prête à l'aider dans ce dossier-là et payer pour lui ces 450 millions. Comme il a la même difficulté, vous savez, il doit aussi, avant le 26 février, il n'a plus que 3 jours pour payer
les 83, avec encore une fois les intérêts, on arrive quasiment à 90 millions qu'il doit payer, qu'il fasse appel ou pas dans le cadre de l'affaire de diffamation de E. Jean Carroll. Il a aussi les mêmes difficultés, donc on va parler de tout ça demain, donc je ne vais pas aller trop dans cette discussion. Et la parenthèse est la suivante. Dans la réalité, Trump peut faire appel sans sortir cet argent-là. Mais s'il ne met pas l'argent en garantie, donc c'est pour ça que même Alina Habba a reconnu qu'ils allaient mettre l'argent en garantie, ça veut dire qu'il autorise l'Attorney General, Laetitia James, de saisir les biens pour pouvoir prendre cet argent, elle, en garantie. C'est-à-dire que si Trump ne le fait pas de son côté, ne trouve pas l'accord avec une compagnie, pour payer cette caution-là, ou lui ne trouve pas les solutions en cash, et demain on va revenir sur on en a déjà parlé, mais sur l'état de la véritable étendue de ses liquidités disponibles. Si Trump ne fait pas ça, résultat, Fani Willis, la semaine prochaine, dans 2 semaines, peut commencer la procédure de saisie des biens de Donald Trump et commencer, pourquoi pas, je ne pense pas que ce sera le cas parce que ça serait le plus compliqué par la Trump Tower, mais imaginez la chose, elle pourrait demander à saisir l'avion que Trump utilise, son espèce de copie de Air Force One qu'il fait atterrir quand c'est possible à proximité de ses fans pour donner le sentiment qu'il est toujours le président des États-Unis d'une certaine manière. Elle pourrait commencer par faire saisir cet avion-là pour le faire en vente. Donc Trump doit absolument payer. Et c'est là que, ces derniers jours, il y a eu une tentative de manœuvre. Donc là, on revient 2 secondes sur une particularité, je pense que ça va vraiment vous étonner, une particularité du droit à New York. Donc, un juge, c'est pas lié à Engoron, ça se passe comme ça en général, un juge publie sa décision, son order. Cette décision, elle lance le processus, elle lance le calendrier. Cette décision est un document électronique qui sert à préparer ce qu'on appelle un judgment, le jugement. Pourquoi le document officiel, donc si vous voulez, le jugement est extrêmement important? Parce que c'est ce jugement qui peut être, par exemple, présenté à un shérif en disant voilà, on a un jugement, aujourd'hui, nous sommes là pour venir saisir l'avion de Donald Trump. Regardez, on a un jugement. Donc, un ordre, une décision ne suffit pas, il faut ce jugement, qui sont 2 documents différents. Et ce jugement, pour justement faciliter et accélérer le processus, la manière dont ça se passe, c'est que la plupart du temps, parce que les juges sont submergés, ce sont les avocats et ou les procureurs qui le préparent. Ils font cette espèce de résumé, ils prennent la décision du juge, donc ici la décision de Engoron, et en la reprenant et en reprenant les textes de loi auxquels ils se réfèrent, ils font ce document officiel, puis l'envoient à Engoron. Et l'envoient au juge pour qu'il le relise, le valide et le verse au dossier, et ça y est, c'est jugé, le document officiel peut être utilisé. Par moment, lorsqu'une cour est moins occupée, elle ne passe pas par cette possibilité de faire travailler les autres, c'est elle-même qui le fait.
D'accord? C'est important. Et donc, c'est ce qui s'est passé ces derniers jours. Et pour accélérer un petit peu tout ça, Laetitia James, donc on va commencer à regarder les documents, Laetitia James a envoyé la proposition de jugement. Donc, vous voyez, c'est écrit, c'est Laetitia James. Il y a écrit entre parenthèses que c'est proposed, donc c'est un jugement proposé. Donc, c'est un résumé officiel, dans un format officiel qui peut être utilisé pour justement saisir les biens ou faire respecter l'ordre, respecter la décision de justice, donc qui est envoyé et qui est et qui respecte dans le format, dans la forme et dans le fond la loi. Donc on va avancer dans ce document. Donc Laetitia James, comme c'est la norme, envoie ce document-là. Vous pouvez voir que, par exemple, ça reprend toutes les amendes que Trump doit payer. Donc voilà, il y a Trump, il y a les compagnies qui se sont retrouvées impliquées. Donc ça reprend vraiment toutes les informations qui sont dans Engoron avec le montant. Donc vous voyez là, c'est pour un montant de 168 millions. Si on continue, on va voir que il y a tous les autres, il y a son amende pour 126 millions, il y a son amende pour 60 millions, il y a les amendes pour Eric Trump, donc notre ami maçon, avec ses 4 millions, en précisant ensuite, lorsqu'on va dans le document, que tout ça, évidemment, est sujet à intérêt, lorsqu'on va dans le document suivant. Donc là, c'est écrit là aussi, évidemment, mais c'est reprécisé en fin de document, comme la loi, comme la décision de Engoron le fait, donc c'est 9%, et en expliquant que c'est justement pour que les chiffres soient incontestables, que cette somme-là va être calculée par le service de greffe qui travaille pour Engoron. Donc, ça, c'est la proposition du jugement. L'idée, c'est que Engoron la lise, vérifie que ça correspond à ce qu'il a dit, et puis après, la valide et la mette au docket de manière donc officielle, la verse au dossier. L'affaire est terminée. On peut passer maintenant dans les procédures d'appel. Donc, on arrive à l'étape suivante. Une fois que ça s'est passé, Cliff Roberts rentre en scène et vient protester sur ce document en disant non, mais ce document, il faut qu'on discute entre toutes les parties, qu'on se mette d'accord, et on demande de manière complètement respectueuse, c'est pour ça que c'est pas Alina Habba qui a écrit ce mot, on vous demande, vous, juge Engoron, que pendant que l'on discute entre parties pour faire ce jugement-là, pour écrire ce document, et je pense qu'on a les documents qui arrivent, on vous demande de suspendre la procédure, c'est-à-dire de nous donner 30 jours supplémentaires lorsqu'on arrive au 26 février, donc c'est-à-dire de donner jusqu'au 16 mars, de donner jusqu'au 16 avril pour acquitter l'argent que l'on doit d'une forme ou d'une autre. Évidemment, vous avez compris, c'est une manière d'essayer de gagner du temps qui révèle une chose, c'est que Trump a des difficultés, ce qui n'est pas un scoop, ce qui est tout à fait normal, des difficultés à payer cet argent-là. Ce qui est fou dans ce document-là, donc avancé par Cliff Roberts, c'est que il n'y a aucune base légale à ce qu'il raconte. Le procès est terminé. Il n'y a pas une discussion à avoir entre les parties, à savoir ce qu'on garde de la décision de Engoron et on la met au jugement, y compris de rediscuter entre eux des sommes à payer, comme s'il y avait une espèce de renégociation possible. Tout ça, c'est évidemment une excuse, encore une fois, pour repousser
le paiement de ces 450 et la volonté d'obtenir ce qu'on appelle un stay, d'arrêter le paiement de ces intérêts qui, encore une fois, est de 90 000 $ par jour. Hein, plus de 2 millions par mois. Et donc, on passe au document suivant. On a tout de suite la réponse de donc ça c'est la suite. Vous voyez, oui, exactement, vous voyez la formulation qui est absolument pas de Alina Habba et qui est absolument pas de Trump. Hein. C'est en contraste encore une fois avec le discours public de Trump, qui a cette espèce de discours j'ai peur de rien, mais là maintenant qu'il doit passer à la caisse, c'est on soumet des demandes avec le respect. Mais bon, Engoron, il est pas né la dernière pluie, on a sa réponse par email, parce que pourquoi perdre de temps, et il dit voilà, lui il a comparé le document, le premier que je vous ai montré de Laetitia James, avec sa décision. Il n'y a rien qui le choque dedans, elle respecte la loi, il y a une petite erreur à un moment qui va être corrigée sur un montant d'un pourcentage que doit payer en intérêt, une date que doit payer, le début d'une période d'intérêt que doit payer Alan Weisselberg, mais sinon il n'y a rien d'autre. Mais Engoron, parce qu'il sait qu'après il va y avoir des procédures d'appel et il ne faut pas parce que c'est à peu près la seule manière dont ils peuvent s'en sortir, hein, les perspectives de réussite en appel de Donald Trump sur ce dossier-là sont quasiment nulles. On ne peut pas dire elles sont nulles parce que on ne sait jamais ce qu'un juge va décider, mais elles sont quasiment nulles, et donc sa seule option c'est d'essayer de montrer que ses droits n'ont pas été respectés. Donc Engoron donne aux magistrats jusqu'à 5 heures aujourd'hui, donc c'était avant-hier, pour expliquer pourquoi il demande cette volonté demande d'arrêter ce procès. Quelle est la véritable raison, légalement parlant? Bien sûr, Robert ne peut pas dire la véritable raison c'est qu'on ne peut pas payer, donc pourquoi vous voulez arrêter le processus? Et donc là-dessus, on a une réponse de Robert qui revient en expliquant parce que il y a des erreurs, et en fait il noie tout ça dans une espèce de pataquès juridique qui ne veut dans la réalité absolument rien dire. On passe au document suivant, et à ce moment-là rentre dans la balance le bureau de Laetitia James pour préciser deux choses. La première chose, c'est que évidemment, ce que demandent les avocats de Trump n'a absolument aucun sens, mais dans la demande que les avocats de Trump ont fait, ils ont remarqué une erreur de taille, et cette erreur de taille, c'est que les adresses de plusieurs compagnies ont été changées. Les adresses de ces compagnies, on va voir le document, donc elle précise en bas, hein, Thomas, tu peux agrandir ça pour tout le monde, il précise que les adresses de plusieurs compagnies ont été changées pour les transférer en Floride. Et donc, du coup, s'il y a saisie, vu qu'elles sont en dehors de l'État, on ne peut pas. On ne peut plus les saisir. C'est une stratégie de essayer d'échapper à la justice en se disant on essaie. Sur un malentendu, ça peut réussir. Donc on va voir le document suivant qui, je pense, voilà. Donc c'était ce fameux document envoyé en fin de journée par Roberts, visé par Alina Habba, qui précise que dans le jugement, il y a quelques erreurs. Ce sont les adresses de quatre compagnies qui ne sont pas bonnes. Elles sont dans le document, elles sont localisées à New York, alors que elles sont
elles sont en Floride. Et ce qui est intéressant, vous le savez, la Trump Org, c'est environ entre 400 et 450 entités. Ces entités-là, ces groupes-là, et entre autres le holding, le holding que vous voyez en haut, le trust, le Revocable Trust de Donald Trump, c'est l'entité qui contrôle quasiment toutes les compagnies de la Trump Org. C'est la compagnie qui, par exemple, contrôle Mar-a-Lago. Trump Endeavor LLC, c'est la compagnie qui va contrôler la vente de ses baskets, ses discours, ses NFT, etc., etc. Et donc, évidemment, comme par hasard, les 5 adresses qui sont remises en cause sont les seules où aujourd'hui il y a de l'argent. C'est une volonté. Et donc, là encore une fois, on fait comme si c'était juste tout à fait normal dans la lettre, en disant deuxièmement, il y a plusieurs adresses du défendant qui sont, donc défendant c'est ici Donald Trump, qui sont incorrectes. Voici les bonnes adresses, s'il vous plaît, avec respect, hein, respectueusement, remettez-les au dossier. Donc évidemment, Engoron va réagir à tout ça. En expliquant que il est allé vérifier une nouvelle fois et qu'il les accuse de mentir. Il n'y a pas de preuve pour confirmer votre demande, votre requête que les adresses sont incorrectes. Donc c'est la preuve que c'est une tentative maintenant de soustraire, parce que si, ce qui est impossible, mais dans le plan de Alina Habba et le plan de Trump et le plan de Cliff Roberts, si ça avait fonctionné, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Engoron aurait reçu ce document-là, aurait changé les adresses dans le document officiel, le fameux judgment, le fameux jugement. Et lorsque les services de Laetitia James auraient voulu, par exemple, saisir la Trump Towers qui est dans le trust de Donald Trump, les autorités qu'elle aurait sollicité pour le faire, elle ne peut pas le faire directement, les autorités qu'elle aurait sollicité pour le faire lui auraient dit « Ah ben non, c'est pas possible, votre autorité est uniquement dans l'État de New York, cette compagnie est dans l'État de Floride, regardez, c'est dans le document officiel, nous ne pouvons rien faire. » Donc c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé hier. Autre point intéressant, en dernier paragraphe, Engoron précise, et là on le sent complètement énervé, hein, c'est en gras et c'est souligné, en disant qu'une nouvelle fois, ils ne répondent pas. Donc, ils viennent d'essayer de lui mentir. Super. Tout ça va être versé évidemment au dossier d'appel. Pourra même être utilisé contre Robert, contre Alina Habba pour demander suspension de leur licence. Hein. C'est des documents officiels. Donc, vous avez essayé de me mentir. Et 2, encore une fois, hein, vous voyez, il y a le mot again, again and again qui est souligné 3 fois. Encore une fois, vous n'avez pas justifié pourquoi vous voulez demander ces 30 jours. On passe au document suivant. Donc, c'est sa réponse par email. Là, une réponse, encore une fois,
c'est vraiment un dialogue de sourds. Robert répond par email et dans les personnes copiées, il y a Alina Habba en disant mais pourquoi vous nous avez pas répondu sur le fait qu'on veut 30 jours de plus, alors qu'Angoron vient de lui dire vous ne m'avez toujours pas expliqué, ça fait 3 fois que je vous demande expliquez-moi pourquoi vous avez besoin de 30 jours de plus. Et à chaque fois, la réponse des avocats, c'est « Vous nous avez toujours pas dit si on pouvait avoir 30 jours de plus ?» Et là, Ngoron, et on arrive hier, en a assez, c'est terminé. Donc, il envoie ce dernier email. Là, vous voyez, il y a Alina Habba là-bas, toute l'équipe des avocats en disant « Voilà, Monsieur Robert, vous avez échoué à m'expliquer, voire justifier les raisons pour votre demande de ces 30 jours, vous verrez ça en appel, et dans la foulée, Ngoron décide de ne plus attendre que d'avoir un brouillon, un draft acceptable pour le jugement de la part de soit Laetitia James, soit l'avocat de Trump. Il se tourne vers ses propres services et leur demande de rentrer au docket. Je pense que c'est le dernier document. Hein, c'est la ligne bleue. Donc il y a grise. Il y a eu quelques. Donc vous voyez, c'est la totalité du dossier avec chaque fois l'ensemble des emails. C'est de là que j'ai pu vous récupérer toute la correspondance. Et donc. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de vous remercier aussi par la chute parce que ça me permet de m'abonner à ce genre de service pour avoir tous ces documents-là et après les partager avec vous. Et donc, on voit que hier, et c'est toujours pas publié, mais c'est pour montrer le message qu'il envoie au groupe donc d'avocats de Trump, c'est que il a signé jugement signé par la Cour, donc signé par lui, qui va être rentré par le secrétariat du county de New York. Donc, voilà, la manœuvre a échoué. La manœuvre a échoué. Donc, pourquoi Trump a tenté cette manœuvre? Parce que, il a des difficultés à payer. Il sait que s'il ne paie pas pour y compris s'il n'arrive pas à trouver une compagnie pour le faire pour lui, ou s'il ne paie pas lors de sa demande d'appel, ça ouvre la porte à Laetitia James pour saisir ses biens. Et pour saisir ses biens, Laetitia James a besoin d'une seule chose, c'est ce document-là, c'est ce judgment, et donc il a essayé d'arrêter ce judgment pour qu'elle n'ait pas un document officiel lorsqu'il sera en défaut de paiement pour venir saisir ses biens. Voilà ce qui s'est passé sur Ngoron. On reviendra sur tout ça demain, mais je voulais vous raconter ces échanges complètement fous et cette tentative de la part des avocats de Donald Trump de tenter d'arrêter encore une fois la justice et comment elle a échoué et comment elle était surtout complètement grossière. L'espoir, de toute façon, était clair du côté de Roberts et Alina Habba, c'était que envoyer cet email en fin de journée, espérer que le magistrat signe le document à ce moment-là, parce qu'il avait annoncé dans un email précédent que lui, il était prêt à aller en avant, il était prêt à signer son jugement. Donc, ils espéraient qu'à la dernière minute, il aurait intégré les corrections et donc mis ces nouvelles adresses-là. Et ces nouvelles adresses-là qui auraient été mises sur le jugement auraient empêché, je ne sais pas si on comprenait l'ampleur de la chose, auraient empêché Laetitia James de saisir les biens de Donald Trump. Donc, à partir de là, aurait permis à Donald Trump d'échapper à son amende en disant « Non mais attendez, ce qui reste à New York, allez les saisir, ce sont des compagnies, des coquilles vides,
allez le saisir, il n'y a pas de problème. Le reste, hein, où il y a l'argent, c'est en Floride. Donc on est passé, je ne pense pas qu'on est passé proche de ça, parce que Engoron a fait un travail remarquable depuis le début de ce dossier, hein, depuis que je lis ces documents depuis le mois de septembre dernier. À chaque fois, je peux vous dire que c'est d'un niveau de précision extrêmement pointu. Et puis au-delà de ça, Laetitia James, ils savent très bien la catégorie d'avocats et de margoulins que sont Trump et Alina Habba et compagnie, et donc ils sont super vigilants, et à chaque fois que quelque chose est déposé à ce fameux docket, ce que je vous ai montré tout à l'heure, leur premier réflexe, c'est d'aller vérifier à la virgule, tout ce que Trump et ses avocats mettent en avant, parce que voilà le genre de choses qu'ils essaient. Voilà, c'était pour Engoron. On fait une pause et on se retrouve tout de suite pour parler de l'affaire des documents de Mar-a-Lago.